Bonsoir. Depuis 2012, l'Arménie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Comment se matérialise cette adhésion pour l'Arménie en termes de projet? Quelle valeur ajoutée apporte-t-elle? Nous allons parler autour de ces questions avec l'invité de ce soir, M. Eric Pope, représentant de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale. Eric Pope, bonsoir. Bonsoir, Armen. Pour beaucoup d'Arméniens d'Arménie, le terme francophonie et les missions de l'OIF demeurent encore très flous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'est la francophonie institutionnelle et quelles sont les missions de l'OIF? Alors, l'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Elle regroupe 93 États et gouvernements membres. L'Arménie est un de ces États membres. On distingue différents types de statuts. Il y a les États qui sont membres de plein droit, les États associés et les États observateurs. Donc, comme je l'ai dit, l'Arménie est un État membre de plein droit. Et l'Organisation internationale de la francophonie, elle s'occupe bien entendu de promotion de la langue française, mais elle s'occupe aussi d'éducation, de formation, de culture, de développement durable, de développement économique, de renforcement de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme. Donc, il y a différents vecteurs pour promouvoir la langue française. D'accord, très bien. Toujours dans le souci de mettre les choses au clair, l'Arménie a son représentant, son ambassadeur auprès de la francophonie. Ce n'est donc pas une voix à sens unique, comme on pourrait croire, mais c'est bien une voix à double sens. C'est bien cela? C'est exactement ça. Donc moi, en fait, je suis le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie dans la région de l'Europe centrale et orientale, donc en quelque sorte son ambassadeur, puisque j'ai un statut de chef de mission diplomatique à Bucarest, puisque nous avons nos bureaux à Bucarest. Et donc moi, j'ai une compétence sur 21 États de la région de l'Europe centrale et orientale, 6 États membres, je l'ai dit tout à l'heure, l'Arménie en fait partie, 2 États membres associés et 13 observateurs. Votre mandat couvre l'Europe centrale et orientale. De quel pays s'agit-il plus précisément? Alors je vais vous les citer, je vais essayer d'être exhaustif, en tout cas pour les membres. On a la Roumanie, la Bulgarie, la République de Moldavie, l'Albanie, la Macédoine du Nord et l'Arménie. Pour les membres associés, on a la Serbie et le Kosovo. Alors je ne vais pas vous citer les 13 membres observateurs, mais ça va des États baltes. Les 3 États baltes sont membres observateurs. 2 États du Caucase, la Géorgie et l'Arménie. J'ai cité l'Arménie dans les pays membres. Et tous les États d'Europe centrale et orientale sont membres de l'organisation, y compris l'Ukraine, qui est un État observateur. D'accord. Est-ce que pour chacun de ces pays, il y a des orientations bien particulières, des axes prioritaires d'activité? Alors bien sûr, quand on a 21 États dans sa compétence géographique, il faut pouvoir effectivement faire des choix. Mais déjà, nos programmes s'adressent plutôt à nos États membres, même s'il y a des exceptions et qu'on intervient aussi dans certains cas dans nos États membres associés et dans nos États observateurs. Et après, évidemment, nous avons des projets. Ma représentation soutient des projets francophones qui me sont présentés par des partenaires francophones des différents États. Nous en avons en particulier, on a ici en Arménie un réseau extrêmement riche de partenaires qui proposent des projets. Et donc, c'est évidemment quelque chose de très important pour l'Arménie, qui est bien représenté, je dirais, dans nos programmes, dans nos projets de coopération. Et ce sont le plus souvent des projets culturels, éducatifs, scientifiques ou Oui, voilà, ça dépend vraiment d'un État, d'un pays à l'autre. Ici, en Arménie, c'est vrai qu'on a investi un champ très particulier dans le domaine de la culture. On intervient, on soutient un certain nombre de projets dans le domaine du cinéma et du théâtre. Alors pourquoi le cinéma et le théâtre? Parce que simplement, pourquoi me dites-vous? On a des partenaires dans ces domaines-là qui sont actifs et qui nous proposent des projets qui sont vraiment des projets sérieux, structurants, à long terme. Je vais vous donner un exemple. Oui. On a Serge Avedikian, qui est quelqu'un de très connu ici en Arménie, qui met en place depuis plusieurs années un atelier d'art dramatique. Bilingue, franco-arménien, français-arménien, je devrais plutôt dire. Alors, comment ça fonctionne? Il sélectionne un certain nombre de metteurs en scène ou de comédiens pour suivre des ateliers d'art dramatique en français. S'ils ne connaissent pas suffisamment le français, on va leur donner des cours de français au préalable.
Et donc, pour petit à petit réintégrer la langue française dans les domaines du cinéma et du théâtre, parce que Serge était parti du constat que la langue française avait complètement ou quasi complètement disparu des milieux du cinéma et du théâtre. Et comme ce projet prend de plus en plus d'importance chaque année, maintenant participe à ce projet aussi l'Institut du cinéma et du théâtre de Yerevan, avec sa rectrice Sarah Nalbandian, qui est parfaitement francophone et qui souhaite vraiment promouvoir la langue française. Et donc voilà un projet qui petit à petit prend de l'ampleur, qui fait entrer la langue française dans les domaines du cinéma et du théâtre en Arménie, avec l'aide de l'Institut du cinéma et du théâtre, qui a mis d'ailleurs le français au programme des cours de l'Institut. Donc voilà un programme qui est intéressant et qui est surtout un programme avec une vision à long terme. Et c'est ça qui m'intéresse quand nous finançons un projet, c'est que ça soit, excusez-moi de l'anglicisme, que ça soit pas un projet one shot comme on le dit, mais que ça soit vraiment un projet qui ait des retombées à long terme. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce projet réunit une jeunesse vraiment active. Arménienne. Alors ça, c'est vraiment un atout de l'Arménie aussi, c'est d'avoir une jeunesse francophone. Il y a quand même pas mal de structures universitaires où on enseigne le français, ou bien l'enseignement se fait en français. Je pense notamment à l'Université française d'Arménie. Donc il y a un vivier d'étudiants francophones qui ne demandent qu'à utiliser le français dans leur vie professionnelle. Et c'est souvent après que ça coince sur le marché de l'emploi. En Arménie, peut-être moins d'opportunités de parler la langue française. Et donc, ce qu'il faut essayer de montrer, c'est que c'est une langue qui est une langue internationale, qui est donc une langue utile, qui est une langue moderne, une langue qui doit permettre d'accéder à un emploi. Et il faut pouvoir montrer à ces jeunes qu'il y a des opportunités, qui se font. Moi, j'essaye au niveau de la représentation de l'Europe centrale et orientale, vraiment de pousser la mobilité des jeunes, de faire en sorte que les jeunes qui parlent le français rencontrent d'autres jeunes de la région. C'est quelque chose de très important, je pense, de montrer que la langue française, c'est une langue internationale, on la parle sur les 5 continents, et donc on la parle bien sûr en Europe occidentale, en France, en Suisse, en Belgique, mais on la parle aussi au Canada, on la parle dans les Caraïbes, on la parle surtout en Afrique, où la moitié des États africains sont francophones. Donc c'est une langue qui ouvre les portes de l'international, et chose que l'on sait peut-être moins, c'est une langue qui permet aussi à des jeunes arméniens de rencontrer par exemple des jeunes roumains. Donc moi j'insiste beaucoup sur ce lien entre les pays de la région, et nous avons organisé notamment des mobilités entre l'université Brusov de Yerevan et l'université de Bucarest, et on poursuit maintenant dans la ligne de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le cinéma et le théâtre, avec 15 étudiants arméniens qui sont venus à Bucarest il y a quelques semaines, et au printemps prochain, donc 15 Arméniens de l'Institut du cinéma et du théâtre de Yerevan qui sont venus à l'Université des arts cinématographiques et théâtraux de Bucarest, l'UNATC comme on dit en Roumanie, et au printemps, ce seront les 15 étudiants qu'ils ont rencontrés en Roumanie qui viendront à Yerevan. Donc ça, ce sont vraiment des opportunités incroyables pour les jeunes, et je veux vraiment mettre l'accent sur ce type de mobilité. Et ce sont des mobilités de quelle durée, à peu près? On les envoie une semaine à Bucarest, et les jeunes bucarestois les jeunes roumains plutôt vont venir pendant une semaine en Arménie. Donc ce que je trouve toujours intéressant là-dedans, c'est qu'un jeune qui apprend le français, généralement, il pense avoir des contacts avec des Français. Peut-être qu'il pense avoir des contacts avec des Belges ou des Suisses, mais il n'aurait jamais pensé pouvoir découvrir la Roumanie par la francophonie. Ah oui, et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. C'est vrai que c'est intéressant, surtout que quand on parle de la langue française, on a souvent affaire à des stéréotypes, en quelque sorte, et ça permet aussi de briser un petit peu ces stéréotypes et de parler à des Roumains en français, par exemple. Exactement. C'est donc l'objectif, effectivement, de tous ces projets que l'on soutient. L'Organisation internationale de la francophonie cofinance avec le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie les cours de remise à niveau pour la maîtrise du français notamment, oui. Dont bénéficient les hauts fonctionnaires arméniens. C'est une belle matérialisation justement de ces priorités. Non, ce n'est pas... Mais on n'est pas d'accord? Je suis absolument d'accord. Ça aussi, c'est un programme qui est très important pour nous, et
Je vous ai dit tout à l'heure que les programmes de l'OIF n'étaient généralement pas ouverts pour nos États observateurs. Ben voilà une exception. Pour ce programme-là, on a énormément d'observateurs qui y participent et qui sont d'ailleurs même très actifs. Je pense à des pays comme notamment la Slovaquie, qui est un exemple dans le cadre de ce programme, ou la Lettonie. Alors l'Arménie fait partie également de ce programme. Là, le but, c'est de renforcer l'usage du français sur la scène internationale. Donc les diplomates arméniens soient en mesure de pouvoir aussi s'exprimer en français sur la scène internationale. Il faut toujours se rappeler que le français, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une langue internationale, c'est surtout une langue importante au niveau européen, puisque c'est une des deux principales langues de travail de l'Union européenne. D'ailleurs, les 3 capitales de l'Union européenne se trouvent dans des pays francophones. Il y a Strasbourg en France, Luxembourg-Ville à Luxembourg, et Bruxelles, bien entendu, en Belgique. Donc le français est vraiment un atout dans la perspective d'une adhésion à l'Union européenne, ou en tout cas d'une discussion dans un contexte européen. Très bien. Et si vous me permettez d'ajouter, j'avais une réunion ce matin aux Affaires étrangères et mon interlocuteur me disait, à New York également, c'est très important de connaître le français parce que ça permet d'avoir des contacts plus aisés avec toute une série de représentants de pays africains francophones qui ne maîtrisent peut-être pas nécessairement bien l'anglais. Et or, ça, c'est extrêmement important dans la perspective d'obtenir des appuis internationaux pour certains postes ou pour l'organisation de certains événements internationaux. Donc le français, c'est vraiment, je pense, une langue indispensable lorsqu'on est diplomate ou qu'on s'occupe de relations internationales. D'accord. Est-ce que l'Arménie déploie pleinement son potentiel et ses efforts en la matière de la francophonie ? Écoutez, je le crois parce que l'Arménie a très rapidement organisé un sommet, le sommet de la francophonie de 2018, effectivement. L'Arménie a présidé pendant 4 ans les sommets de la francophonie, en fait, surtout la ministérielle, parce qu'il n'y a pas eu de sommet entre 2018 et 2022. C'est évidemment l'effet du Covid, puisque nous n'avons pas organisé de sommet en 2020 et 2021. Mais oui, c'est un État qui prend sa place en francophonie, qui, je pense, comprend l'usage qui peut être fait de la francophonie et qui s'investit de plus en plus dans l'organisation. Je vais vous donner aussi un exemple, mais qui ne se situe pas au niveau étatique, mais la représentation pour l'Europe centrale et orientale a organisé au début du mois de juillet une université d'été francophone. Donc on a rassemblé 64 étudiants de la région, donc 13 nationalités différentes, à Bucarest, pour avoir à la fois des échanges sur toute une série de domaines comme les guerres hybrides, la géopolitique de la mer Noire, la diplomatie, l'égalité femmes-hommes, enfin toute une série de sujets, le développement durable, mais aussi pour découvrir la Roumanie et se découvrir et créer des réseaux. Eh bien, figurez-vous que sur 64 étudiants de la région, il y avait tout de même 16 Arméniens. Donc, un étudiant sur 4 qui participait à cet événement était arménien. Alors ça, c'est l'effet d'abord de l'investissement des jeunes Arméniens dans nos activités. Et puis, je dois dire aussi qu'on a eu de très, très beaux CV des jeunes Arméniens, beaucoup aussi d'étudiants de l'UFAR, je dois dire, qui avaient vraiment de très très beaux CV pour pouvoir participer à cette activité qui était ouverte à des jeunes qui se destinent à une carrière diplomatique ou internationale. D'accord, c'est ce que je voulais vous demander. C'est-à-dire que ces possibilités, plutôt en fait le fait d'avoir participé à des rencontres ou à des formats dont vous venez de parler, ça ouvre aussi des portes ou des perspectives de carrière devant ces jeunes. Absolument. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Ça leur permet d'abord effectivement de renforcer leurs compétences, de s'ouvrir à un monde qu'ils ne connaissaient pas forcément, parce que c'est vrai que pour un jeune Arménien, se dire que le français va lui permettre de venir à Bucarest et se discuter avec des jeunes Roumains, des jeunes Lettons, des jeunes Polonais, il y avait des Slovaques également. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on apprend la langue française. Et puis voilà, c'est le début de leur carnet d'adresses.
Ces jeunes qui vont occuper des fonctions internationales plus tard, eh bien, ils vont rencontrer dans quelques années les jeunes qu'ils auront rencontrés à Bucarest, puisque certaines de ces amitiés vont se conserver par ailleurs. Et évidemment, c'est important pour eux. Ça va non seulement leur ouvrir des perspectives, mais ça va même faciliter les liens qu'ils vont pouvoir avoir dans leur carrière future. Il y a un mot très à la mode maintenant, le réseautage. Oui. L'équivalent de networking. Oui. Eh bien, on peut dire que voilà, donc ils sont justement maintenant à ce stade de réseautage. Oui, mais c'est exactement là-dessus, je crois que la francophonie est forte. C'est ce qu'on appelle la mise en réseau. Mettre les gens ensemble, les rassembler autour de la langue française, je crois que c'est vraiment un des points forts de la francophonie. Effectivement. On lit sur le site de l'OIF que la valeur ajoutée de l'organisation, ce sont aussi les expériences partagées et les leçons apprises. Mm-hmm. Alors la question qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a par exemple des domaines d'activité où l'Arménie pourrait éventuellement apporter son expertise et son expérience et les mettre à contribution de l'action commune. Alors, je vais de nouveau vous donner un exemple lié à l'université d'été francophone. Parmi les orateurs que l'on avait invités, il y avait un Arménien, Gevorg Melikian, qui était un spécialiste des questions des guerres hybrides. Et donc, il a fait une très très belle conférence dans ce domaine. Il a d'ailleurs, après l'université d'été, rassemblé de nouveau les jeunes Arméniens qui avaient participé à l'université d'été francophone, donc les 16 Arméniens qui y avaient participé. Donc voilà un exemple d'expertise. C'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'on organise des activités telles que celle-là en francophonie, on rassemble un certain nombre d'experts qui peuvent venir de tous les continents. Et ça, c'est d'une richesse absolument incroyable. Donc, on avait une oratrice qui était une conseillère d'État au cabinet du Premier ministre de la Roumanie. On avait une franco-libanaise qui a parlé de la question des crises et de la communication de crise. On a Gevorg, donc, qui parlait des guerres hybrides. Voilà ce qui fait la richesse de l'organisation de la francophonie en général et de l'organisation internationale de la francophonie en particulier, c'est le fait de pouvoir aller chercher de l'expertise dans le monde entier, sur les 5 continents. Ça, c'est quand même assez unique. Oui, tout à fait, absolument. Est-ce qu'il y a... enfin, il y a sûrement des priorités et est-ce que ces priorités sont déterminées selon les besoins du pays quand vous menez une action dans tel ou tel pays de la région? Est-ce que ces priorités sont déterminées en fonction des besoins de ce pays? Oui. Ou est-ce que ces actions dépendent ou relèvent plutôt des orientations, disons, de l'Organisation internationale de la francophonie, en la matière notamment des droits de l'homme, oui, de l'égalité hommes-femmes, etc. Alors je vous réponds résolument, ce sont les besoins du pays qui entrent en ligne de compte. Ça ne fonctionne pas si on vient avec des recettes toutes faites et des idées toutes faites. Ça ne fonctionne pas. On a peut-être essayé ça à une époque, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, on s'adresse au pays pour lui demander ce dont il a besoin. En République de Moldavie, pour vous donner un exemple, il y a de gros besoins, personne ne l'ignore, dans le domaine de la lutte contre les désordres de l'information. C'est le terme générique qui englobe notamment la lutte contre la désinformation. Et là, on soutient le Conseil moldave de l'audiovisuel très fortement, justement pour l'aider à faire face à ces désordres de l'information. On le soutient parce qu'il nous l'a demandé. Comme on intervient aussi, on envoie des missions électorales lorsque l'État nous en fait la demande. Là, en l'occurrence, la République de Moldavie nous avait demandé de participer, d'envoyer une mission électorale pour l'élection, les 2 tours de l'élection présidentielle, dont le 2e tour vient de se clôturer hier. Donc oui, absolument, ce sont toujours les besoins qui entrent en ligne de compte. Mais il faut bien se rendre compte, en fait, on a 2 types d'approches. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nos projets qui sont ciblés sur les institutions de l'État, où on a des accords, on intervient
main dans la main avec les institutions de l'État. Ça, c'est une façon d'intervenir. L'autre façon d'intervenir, qui est propre à la représentation, c'est qu'on a un budget, on appelle un budget de rayonnement, et ça nous permet de financer des projets qui nous sont présentés par des partenaires, qui ne sont pas des partenaires institutionnels. Par exemple, je parlais de Serge Avedikian tout à l'heure, je pourrais parler aussi des rencontres théâtrales francophones, raison pour laquelle je me trouve ici en Arménie actuellement. Voilà des partenaires qui nous proposent des projets, et là, si on trouve que ces projets sont intéressants, on les soutient bien entendu. En l'occurrence, ils sont particulièrement intéressants. Donc le cas de l'Arménie, c'est le deuxième cas, c'est le soutien des projets qui viennent on a les deux. Des organisations, des associations. Non, on a les deux, puisqu'il y a d'une part le soutien au ministère des Affaires étrangères pour le français, voilà. On a aussi envoyé il y a quelques mois une mission pour faire une évaluation des besoins dans le domaine toujours de la lutte contre les désordres de l'information. Donc là, on espère bien pouvoir intervenir dans ce domaine-là aussi à partir de l'année prochaine. Et puis voilà, il y a le champ d'action de la représentation, où je dispose d'un budget pour soutenir des associations. Et là, on est dans un autre registre. Mais l'Arménie bénéficie des deux types d'interventions. D'accord, très bien. Et c'est important de le savoir. Oui. Quelles sont, d'après vous, les perspectives pour l'Arménie du point de vue de la francophonie? Écoutez, moi je pense que les perspectives, le potentiel est énorme. Moi j'ai été vraiment surpris de voir, la secrétaire générale a fait une première visite officielle en Arménie, je l'accompagnais en octobre 2021. 2021. Pardon. Non, 2021, en octobre 2021. Et elle s'était rendue à l'université d'État de Yerevan, qui avait organisé une conférence en français devant les étudiants francophones de toutes les universités, donc université Brusov, il y avait des jeunes de l'UFAR, il y avait des jeunes de l'université d'État de Yerevan. Le potentiel est énorme, il y a énormément de jeunes qui étudient en français. Donc je pense qu'il faut vraiment pouvoir ouvrir ce potentiel, libérer ce potentiel, mais il faut vraiment, je crois, et c'est un enjeu très très important, essayer de sortir d'une conception un peu passéiste de la langue française, un peu sentimentale, romantique. Moi, j'essaye vraiment de montrer que la langue française, c'est une langue utile, c'est une langue attractive, c'est une langue moderne, c'est une langue qui permet d'obtenir un emploi, c'est une langue qui permet de faciliter les échanges économiques. Donc c'est ça qu'il faut montrer aux jeunes, c'est que c'est une langue qui est vraiment une langue actuelle, une langue internationale, une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, une de ces deux langues de travail du secrétariat. Donc ce n'est pas rien, c'est une langue qui, au niveau international, a un statut assez particulier, derrière l'anglais, bien entendu, hein, personne ne conteste le leadership de l'anglais, moi non plus, mais voilà, le français occupe une place particulière, et je pense qu'il est temps de sortir de cette conception un peu à l'ancienne, de cette idée que voilà, le français c'est une jolie langue romantique. C'est la langue de Molière. Alors surtout pas. Alors voilà, moi je me bats contre cette expression de langue de Molière farouchement. Pourquoi ? Parce que ça donne une image complètement dépassée de la langue française, très poussiéreuse. La langue de Molière, c'était quand même le XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on parlait la langue de Molière, effectivement, en France, dans les Pays-Bas espagnols, dans la partie, on dirait, belge actuelle, en Suisse et dans les possessions françaises d'Amérique. Actuellement, le français, c'est une langue qui est une langue officielle de 29 États dans le monde. Langue officielle de 29 États dans le monde. C'est quand même, qui sont présents beaucoup en Afrique, mais pas évidemment pas seulement, aussi en Amérique, aussi en Océanie, on parle le français, en Asie du Sud-Est, on parle le français, en Europe, on parle le français. Donc, pour moi, c'est vraiment extrêmement important que de montrer que ce n'est pas la langue de Molière, mais que c'est par exemple la langue de Charles Aznavour. On est ici en Arménie. Il faut essayer de montrer
de sortir, je pense vraiment de ces vieux clichés et de montrer que c'est une langue moderne. C'est une langue drôle. On la parle dans les bars en Côte d'Ivoire ou à Kinshasa ou en Haïti. Et n'allez pas dire à un jeune Ivoirien qui parle la langue de Molière. À un moment, c'est ridicule. Et surtout que cette langue évolue beaucoup par les expressions qui fleurissent en Afrique, mais qui fleurissent aussi au Québec, des expressions absolument truculentes. Donc c'est une langue amusante en plus. Donc voilà, je pense vraiment que il faut montrer aux jeunes que c'est une langue moderne, c'est une langue drôle. C'est marrant de pouvoir aussi parler avec un jeune Africain ou un jeune Québécois à l'autre bout de la terre. Oui, et je serais d'accord avec vous. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes Arméniens qui sont placés devant le choix de choisir une langue étrangère, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Je pense que de nos jours, on ne peut plus se permettre de ne pas parler deux langues internationales. Je crois que c'est un minimum de nos jours. On est dans un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus interconnecté. On peut plus se permettre de ne plus pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et pour un pays comme l'Arménie, qui est non seulement enclavé géographiquement, mais aussi politiquement, je pense que c'est vital de maîtriser un certain nombre de langues internationales. Alors, l'anglais est incontestable, c'est évident que sans l'anglais, on ne va nulle part de nos jours, mais je crois que le français vient directement après, dans la hiérarchie des langues à apprendre. Mais toute langue est bonne à apprendre. Les langues internationales, comme les autres langues, il n'y a pas une langue qui vaut plus qu'une autre. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que certaines permettent de s'ouvrir plus au monde que d'autres. C'est ça la différence. Mais apprendre une langue, c'est toujours apprendre un autre système de valeurs. Et dans tous les cas, que ce soit une langue internationale ou une langue même régionale, c'est intéressant. Éric Popp, je vous remercie. Je vous remercie, Armen.